Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans notre émission Totoma Congo. Aujourd'hui, nous allons parler du bienfait de l'eau sur la RTVE. Je suis Astrid Djeba et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Diasoluka. Bonjour docteur. Bonjour Maman Sid. Vous allez bien, j'espère. Ça va, vous aussi? Merci encore d'être là avec nous. Merci. Docteur, bien avant de parler sur le bienfait de l'eau, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est de l'eau? Bon, l'eau est une substance, c'est-à-dire quelque chose qui est composé des éléments. Les éléments, par exemple, qui sont contenus dans l'eau, nous avons l'hydrogène et l'oxygène. Quand l'hydrogène et l'oxygène font une réaction chimique, ça dégage de l'eau. Ces deux atomes d'hydrogène qui s'associent avec un atome d'oxygène pour former l'eau. Comme l'hydrogène a un poids atomique de 1, deux atomes d'hydrogène, ça fait 2 unités de poids, de masse d'hydrogène, et l'oxygène a un poids atomique de 16. Donc le poids moléculaire de l'eau, c'est 18. Ce qui signifie que quand vous avez 18 grammes d'eau, ça dit que vous avez 6,20 multiplié par 10 exposant 23 molécules d'eau dans cette masse-là. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Ça vous donne le poids par rapport au nombre de 0,25, 2,65 fois 10 exposant 23 molécules de la substance. Bon, l'eau, comme tout le monde le sait, c'est ce qui sort des robinets, et ce qui tombe dans la pluie, ce que vous avez dans la rivière, le fleuve, et tout ça. La transpiration, tout ça, c'est de l'eau. C'est quoi? C'est un fluide. C'est-à-dire, son rôle dans le corps, c'est quoi? En général, d'abord. En général, c'est un milieu de dissolution. C'est-à-dire, si vous voulez dissoudre, par exemple, le sel, vous mettez dans l'eau. Il va perdre sa consistance solide pour se dissoudre dans l'eau. Si vous voulez, par exemple, nettoyer quelque part, vous mettez de l'eau parce que c'est un milieu de dissolution. En même temps, c'est un milieu ionisant. Par exemple, quand vous prenez le sel, vous mettez dans l'eau, il y a le sodium, un cation, qui part à l'écart, et le chlore, parce que le sel, c'est un acide. Et le chlore qui va aussi à part, qui forme aussi un ion. Et ça, c'est l'eau qui parvient à les dissoudre. C'est un milieu ionisant. C'est comme ça que dans les voitures qu'on a, il y a des électrodes qui dissolvent l'eau, ça décompose l'eau en hydrogène et oxygène, et puis ça va les réfusionner quelque part là, ça forme l'explosion qui fait les bois. Bon, en même temps, c'est un milieu rafraîchissant. Par exemple, quand vous êtes assoiffé, quand vous marchez sous le soleil, vous êtes trop chauffé, vous êtes déshydraté, il faut prendre de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau absorbe l'excédent de chaleur. L'eau, c'est un milieu mauvais conducteur de chaleur. C'est-à-dire que pour que sa température augmente, il faut absorber beaucoup de quantités de chaleur ou bien perdre beaucoup de quantités de chaleur pour modifier légèrement sa température. Ce n'est pas comme le fer, il suffit de perdre un peu de chaleur ou bien augmenter un peu de chaleur pour que la température de la substance change. Mais avec l'eau, après avoir absorbé beaucoup de chaleur, la température n'augmente presque pas. C'est comme ça que l'eau est un milieu de temporisation. Quand on parle par exemple de climat tempéré, c'est grâce à l'eau. Quand le soleil chauffe, l'eau absorbe l'excédent, c'est comme un accumulateur, l'excédent de chaleur là. Et maintenant la nuit, quand le soleil disparaît, quand il commence à faire froid dans l'atmosphère sur la Terre, l'eau commence à redégager la chaleur qu'elle avait accumulée. C'est comme un accumulateur de chaleur. En même temps, c'est un vecteur. Par exemple, quand vous mangez, la nourriture arrive dans les... D'abord, ça commence par la salive. Il faut que les enzymes, dans la bouche, il y a des enzymes qu'on appelle des lysozymes, qui détruisent, par exemple, les hydrates de carbone, les sucres, les amidons et tout ça. Alors, ces enzymes-là doivent se mélanger avec tout ce qui est dans la bouche, pendant la trituration, pendant la mastication. Tout ça, c'est grâce à l'eau qui contient, qui dissout ces enzymes-là et les imprègne dans la masse qu'on est en train de mâcher là, pour que les enzymes se répartissent partout dans cette masse-là qu'on a dans la bouche, pour que chaque molécule d'hydrate de carbone, c'est-à-dire chaque molécule d'amidon, de sucre, des choses comme ça,
puisse avoir son lysozyme pour que ça puisse être digéré. Parce que quand nous mangeons par exemple l'amidon, c'est une longue chaîne de glucides, de sucre. Maintenant, il faut que cette chaîne-là soit scindée en petits morceaux pour donner les glucides. Alors, c'est le rôle de lysozyme qui est dissous dans la salive, qui est contenu, qui est de l'eau dans laquelle est dissoute l'enzyme de lysozyme. Et maintenant, quand vous avez avalé, au niveau de l'estomac, c'est la même chose. Il y a des enzymes de digestion, des peptides, des destructions, tout ça, des enzymes pancréatiques, des enzymes estomacales, tout ça, qui sont sécrétées. Maintenant, ces enzymes-là, pour bien se mélanger dans la nourriture que vous avez mangée, il faut il faut multiplier, augmenter leur volume, augmenter leur apparence, quantité apparente, pour que chaque molécule de la nourriture puisse avoir son enzyme. Alors, c'est l'eau qui fait ce travail-là. Donc, c'est un milieu de dispersion, un milieu de véhicule aussi. Il transporte les enzymes d'un endroit à l'autre. Et quand vous avez fini ça, il faut que ça passe dans les tubes digestifs. Dans les tubes digestifs, les substances peuvent passer directement par transport actif, bien par transport passif, mais ça peut aussi suivre l'eau. On verra plus tard quand on va parler de l'élimination. Merci beaucoup, docteur. On n'a pas encore fini. Je crois que les téléspectateurs ont bien compris la définition de l'eau en quelque sorte. Maintenant, quels sont les principaux on parle de l'eau dans l'organisme, donc il faut parler aussi de l'eau dans le sang. Oui. Oui, c'est ça. Quels sont les principaux avantages d'une bonne hydratation? D'abord, qu'est-ce qu'une bonne hydratation? C'est ça. Une bonne hydratation, l'homme adulte doit avaler au minimum 1,5 litre d'eau, au maximum 2,5 litres d'eau, pour assurer son apport d'eau régulier, normal. Parce que quand vous prenez trop peu, il y a des pertes d'eau dans l'organisme. Quand on respire, il y a des évaporations d'eau. Vous voyez, quand il fait, pendant l'hiver, pour les gens qui sont en Europe, quand ils parlent pendant l'hiver, vous voyez que c'est comme de la fumée qui sort de leur bouche. C'est l'eau qui était dans le corps qui sort sous forme de vapeur qui est condensée. Donc, pendant qu'on respire, on perd de l'eau. Pendant qu'on transpire, on perd de l'eau. Et puis, on va aux urines, tout ça. On perd de l'eau. Il faut donc une quantité qui parvient à remplir tout ce qu'on a perdu. Et puis, pour remplir ça, donc, il faut au minimum 1,5 litre d'eau. Parce que l'eau va prendre des constituants. Vous voyez, quand les enzymes, il y a ce qu'on appelle les glandes, c'est-à-dire ça sécrète les substances dont le corps a besoin, les hormones, parfois des enzymes, de tout ça, des ATP et d'autres substances. Il faut que ça parte de là où c'est sécrété ou bien se fabriquer pour aller dans les organes cibles, les organes effecteurs. C'est l'eau qui les transporte dans le sang, dans le sang qui est constitué de l'eau, au minimum 60%, et puis les globules rouges, les globules blancs, tout ça. Et maintenant, c'est cette eau-là, dans cette eau-là que se dissolvent toutes les substances qui sont utiles, qui vont aller dans les organes effecteurs, c'est-à-dire les organes où ça sera utilisé. C'est ça le rôle de l'eau. Maintenant, quand vous prenez trop peu d'eau, le sang devient hypertonique. C'est-à-dire que ça devient presque sec. Ça devient pratiquement pâteux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand ça devient pâteux comme ça, le sang sèche presque, ça commence à tirer l'eau qui est dans les cellules. L'eau qui est dans les cellules doit maintenant aller dans les artères pour rétablir la quantité de l'eau qui est nécessaire dans les artères. Et maintenant, les cellules sèchent et à l'intérieur, ça ne peut plus bien fonctionner. Les réactions chimiques ne peuvent plus bien se faire. Pour la vie, c'est les réactions chimiques, biochimiques qui se produisent dans la cellule qui font la vie. Et quand ces réactions-là ne peuvent plus se produire parce que c'est trop sec, l'organisme ne peut pas bien vivre, on entre dans la déshydratation. Et de toute façon, il ne faut pas non plus qu'il y ait l'hyperhydratation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre trop d'eau. Quand vous prenez trop d'eau, vous surchargez le système cardiovasculaire. Et vous surchargez aussi vous créez une hypotonie. La quantité d'eau dans le sang devient élevée et la quantité d'eau dans les cellules devient moindre. Qu'est-ce qui va se faire? L'eau va quitter les compartiments vasculaires, c'est-à-dire va quitter les artères pour aller dans la cellule. Et en faisant ça, la cellule va gonfler. Quand la cellule va gonfler, il va éclater. Donc, trop d'eau, ça dilue le corps et
C'est comme ça que les gens meurent quand ils prennent trop d'eau. Par exemple, les cyclistes, après avoir couru, il est déshydraté, il arrive quelque part, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils prennent l'eau distillée. Ils prennent l'eau distillée, quand ils prennent ça, alors maintenant, ça dilue trop le sang, ça provoque l'œdème cérébral, parce que, comme j'ai dit, l'eau va entrer dans les cellules vont gonfler, ça provoque l'œdème cérébral, puis quand les cellules vont éclater, d'autres cellules ne seront plus, ça va suffoquer. Et c'est comme ça qu'il faut que l'apport de l'eau soit bien réglementé, régulé. Parce que si vous prenez trop, vous entrez dans l'hyperhydratation, l'hypotonie de l'organisme. Si vous en prenez trop peu, vous allez provoquer une hyperconcentration dans le sang. Or, le rôle de l'eau, c'est quoi encore, comme on dit? Quand le corps travaille, il sécrète des substances utiles et des substances inutiles, ce qu'on appelle déchets. Ces déchets-là doivent être éliminés. Souvent, c'est par les urines. Alors, quand il y a assez d'eau, quand vous buvez, l'eau évacue ces déchets-là. Mais quand vous ne prenez pas suffisamment d'eau, ces déchets restent dans le corps, ça peut provoquer une intoxication endogène. C'est comme ça que quand par exemple on a l'insuffisance rénale, il n'y a plus suffisamment d'évacuation d'eau, il y a concentration dans le sang de l'urée et concentration d'ammoniac et concentration de d'autres substances là qui font que ça devient toxique dans le corps et à la longue la personne doit mourir parce qu'il n'y a plus d'élimination de toxiques et puis ça se concentre dans le sang pour atteindre le taux toxique et ça provoque la mort et d'autres. Docteur, vous venez de nous dire que prendre trop d'eau peut causer la déshydratation. Et... Non, trop d'eau provoque l'hyperhydratation. Oui, le peu d'eau provoque la déshydratation. Oui, c'est ça en quelque sorte. Et vous nous conseillez de prendre combien de litres d'eau par jour? Pour un adulte, c'est 1,5 litre à 2,5 litres d'eau par jour. Pas du seul coup, mais progressivement, chaque heure, vous prendre un verre d'eau, au total, faire 1,5 à 2,5 litres d'eau. Idéalement, c'est 2,5 litres d'eau. Quand on a l'eau disponible, par exemple au Sahara, là, l'eau, c'est un trésor. On ne peut pas se permettre de prendre 2,5 litres d'eau par jour. On prend au minimum 1,5. Docteur, vous avez dit le fait de prendre trop d'eau cause l'hyperhydratation. Et si par exemple on s'épargne, on prend par exemple peu d'eau par jour, là ça peut causer quoi? Si on prend trop peu d'eau, oui. Si on prend trop peu d'eau, ça provoque la déshydratation, le corps manque de sang, les cellules vont se ratatiner, le milieu intestinal sera hypertonique, les réactions chimiques ne vont plus se produire comme d'habitude, et puis il y a accumulation de chaleur, et puis les reins ne vont plus bien fonctionner. Si vous prenez trop peu d'eau, ça bloque les reins. Parce que tout sera concentré. Tout sera concentré, ça commence à intoxiquer les cellules rénales. Et en plus de ça, vous pouvez avoir des calculs rénaux qui vont commencer à provoquer tous les malaises des calculs rénaux. Donc il faut prendre au minimum, la quantité minimale reconnue, recommandée, il faut la respecter. Sinon, c'est la catastrophe. Et qu'en est-il de l'impact de l'eau sur la peau? L'impact peut être positif, comme ça peut être négatif. Par exemple, si vous restez trop longtemps dans l'eau, si vous restez trop longtemps dans l'eau, le peau va se macérer, c'est-à-dire il y aura pénétration de l'eau à travers les tissus inertes de la peau. Ça va provoquer une macération. Et puis, quand vous prenez trop d'eau, vous restez trop longtemps dans l'eau, il y a l'évacuation de chaleur. Parce que le corps produit une chaleur. Nous sommes des animaux isothermes. En sciences animales, chien, chat, éléphant, et l'homme, nous sommes tous des animaux. Nous avons presque la même biologie. Bon. Quand vous prenez... Quelle est encore la question? J'ai parlé de l'impact de l'eau sur la peau. Quand maintenant, vous prenez trop d'eau comme ça, il y a trop d'eau dans le corps, il y a quoi là, vous voyez, quand on produit la chaleur, nous sommes isothermes. Quand le corps produit la chaleur et que vous mettez dans un bain pendant trop longtemps, vous décidez de diminuer la température interne. Vous voyez que quand les gens viennent de la douche, ils sont tenus trop longtemps, parfois ils grelottent. C'est parce que la température interne a baissé. L'eau va aspirer toute la chaleur interne. Mais quand vous prenez aussi trop peu,
qu'est-ce qui se passe? Il faut la propreté des pores. Vous savez que dans la peau, il y a ce qu'on appelle les pores, c'est-à-dire ce sont des canaux par lesquels l'oxygène peut entrer. Nous respirons pas seulement par les poumons, par la peau aussi. L'oxygène entre dans les pores et le CO2 et les autres toxiques sortent par les mêmes pores. Si vous ne vous lavez pas, ces pores-là seront bouchés. Alors, la quantité d'oxygène qui entre par les pores ne sera plus approuvie pour approvisionner. Et les déchets qui sortent par les pores seront retenus dans les corps et vont s'accumuler. Par exemple, le requin, je pense, lui n'a pas de rein. Il ne pisse pas. Le requin, lui, il évacue tout. À la place des reins, il évacue à travers la peau. Si par exemple, il reste trop longtemps à l'extérieur de l'eau, privé de l'eau, les pores vont boucher et il sera plus excrété. Et on va tomber dans le phénomène que j'avais dit là, accumulation des toxines dans le corps, dans le sang, et qui vont atteindre les degrés toxiques. Et le corps ne sera plus vivre, le corps va mourir. Merci beaucoup. Et beaucoup d'entre nous pensent que l'eau est le transmetteur de l'énergie. Vous pouvez nous expliquer plus ça? Parmi les nutriments, il y a l'eau qui est le nutriment principal. Il y a des protéines qui servent à former les molécules principales de l'eau, les anticorps, les protéines, et tout ça. Il y a les muscles, il y a les lipides qui sont principalement le grand pourvoyeur d'énergie, plus que le sucre, parce que les gens pensent que les pourvoyeurs d'énergie c'est le sucre, mais les lipides apportent beaucoup plus d'énergie que le sucre. Et puis il y a le sucre, évidemment. Bon, maintenant, l'eau en elle-même n'est pas pourvoyeur d'énergie. Ce qui pourvoit l'énergie dans le corps, c'est les sucres et les lipides, comme j'avais dit là. Les lipides en plus. Parce que quand vous absorbez ces histoires-là, les sucres et les lipides, ce sont des substances qu'on appelle exothermes. C'est-à-dire, pendant leur destruction dans le corps, ils libèrent de l'énergie. Et cette énergie est captée dans le cycle de Krebs, est captée par les atomes qu'on appelle, les molécules qu'on appelle ATP, adénosine triphosphate. Ce sont des accumulateurs d'énergie dans le corps. L'eau ne pourvoit pas, dans le principe métabolique, l'eau n'apporte pas de l'énergie. Il fait que, comment dirais-je, transporter, comme j'avais dit là, d'une part du corps à l'autre part. Mais le grand pourvoyeur de l'énergie, c'est les sucres et les lipides. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a suffisamment de sucre, pas trop, quand il y a trop, vous tombez dans le diabète. Quand il y a suffisamment de sucre, le corps ne manque pas d'énergie. Mais maintenant, par exemple, chez les diabétiques, le sucre n'arrive pas à entrer dans les cellules, ça reste dans les milieux extracellulaires, donc dans les artères. Et le sucre manque, les cellules manquent de sucre pour former l'énergie. Alors, ils commencent à utiliser les protéines et les lipides, et surtout les lipides. Parce que les lipides sont les grands pourvoyeurs d'énergie, comme j'avais dit. Et maintenant, le métabolisme des glucides, là, des lipides, leur destruction, leur catabolisme, comme on dit, destruction, les catabolismes des lipides, ça fait quoi? Ça provoque des corps cétoniques. Des corps cétoniques qui, à la longue, vont provoquer ce qu'on appelle les comas acidocétosiques. C'est-à-dire que les cétoses, là, ce sont des corps toxiques qui sont des métabolites de lipides. Parce que le corps, les cellules manquent de sucre. Alors, maintenant, quand vous avez trop de sucre, quand vous consommez trop de sucre et que le corps n'arrive pas à faire entrer ce sucre dans le sang, parce que la cible finale du sucre dans le corps, que ce soit le sucre, les protéines, tout ça, c'est d'apporter l'énergie à l'intérieur de la cellule. Quand vous prenez trop de sucre et que le corps n'est pas en mesure d'introduire ce sucre dans le corps, dans les cellules, vous tombez dans les cas du diabète parce qu'il y a trop peu d'insuline, parce que la membrane cellulaire devient imperméable au sucre malgré la présence d'insuline. Le sucre s'accumule à l'intérieur des vaisseaux, ça n'entre pas dans les cellules. Et là, ça provoque ce qu'on appelle hypertonie, c'est-à-dire le sang devient plus dense. En devenant plus dense, il devient aussi plus visqueux. Alors, on entre dans ce qu'on appelle le coma, le coma osmotique.
Donc, il y a trop de sucre dans le sang devient visqueux, il n'arrive plus tellement à circuler. Et trop de viscosité, ça peut faire que là où le sang a ralenti, il ne sait plus tellement circuler parce qu'il est trop visqueux. Ça fait quoi? Ça commence à coaguler. Et quand ça coagule, par exemple, au niveau des artères, disons cérébraux, dans le cerveau n'a plus les moyens de recevoir ces nutriments, soit l'oxygène, soit les protéines, soit des choses. Et ça fait des embolies. Ces embolies-là font que ça provoque ce qu'on appelle les AVC, les accidents vasculaires et chimiques, tout ça, parce que le sang n'arrive plus tellement à circuler. Et l'autre conséquence, c'est que quand il y a trop de sucre, ça provoque, par exemple, au niveau de l'œil et partout dans l'organisme, des néovaisseaux, des vaisseaux néoformés, c'est-à-dire des vaisseaux avec lesquels on n'est pas. Ça se forme à cause de l'accumulation de sucre par manque. Comme le sang devient trop visqueux, l'oxygène, les sucres et tout ça, les nutriments, ne savent plus se véhiculer, ne peuvent plus être transportés par le sang. Alors, ce manque d'oxygène-là, ça fait que le corps commence à créer de nouveaux vaisseaux pour pallier à ce manque, à l'insuffisance d'irrigation. Et ces vaisseaux-là n'ont pas la même structure que les vaisseaux avec lesquels on est. Ce sont des néovaisseaux qui sont très fragiles, qui sont susceptibles de provoquer des hémorragies. Et ces hémorragies sont encore une autre source de AVC, des infarctus un peu partout dans le cœur, et tout ça, et tout ça. Merci beaucoup. Et pendant qu'on y est, nous avons reçu quelques questions des téléspectateurs. Vous êtes prêts à encaisser toutes les questions? Vous êtes prêts à répondre aux questions? À n'importe quelle question. Si je ne sais pas, je dirai parce que vous faut te connaître. Voici la première. Quels sont les principaux bienfaits de boire suffisamment d'eau chaque jour sur la santé du corps? Et on a déjà dit ça. L'eau, c'est un milieu de véhicule, de transport, un milieu vecteur. Si vous n'avez pas assez d'eau, tout devient concentré dans le corps. C'est l'hypertonie. Et ça ne peut pas véhiculer suffisamment. C'est comme quand vous nettoyez les assiettes, les tables, tout ça. S'il n'y a pas assez d'eau, les saletés ne seront pas évacuées. Ils vont rester sur place. Il faut suffisamment d'eau pour déplacer ces saletés de la table vers l'évacuation. C'est la même chose avec l'eau. Pour que les substances aillent d'une source à l'autre, nous avons parlé des endroits où se forment par exemple les hormones, les enzymes et tout ça, qui doivent aller maintenant vers les organes qui les utilisent. S'il n'y a pas assez d'eau, il y aura hyperconcentration. Il y a une quantité, quand il y a hyperconcentration, il y a saturation. C'est-à-dire qu'au lieu que la quantité dans le sang augmente, la quantité ne sera plus augmentée, on a atteint la concentration maximale. Ces quantités restent là où ils sont produits. Et ils ne peuvent pas être distribués. Et ça fait provoquer l'hyperviscosité et puis des dommages cellulaires. Au niveau des reins, on a vu, ça peut provoquer des blocages, l'insuffisance rénale. C'est comme ça qu'on conseille aux gens, quand ils prennent des médicaments par exemple, ou bien des groupes, il faut prendre beaucoup d'eau pour que les reins soient toujours dégagés, pour que il n'y ait pas de dépôt, qu'il n'y ait pas d'hypertonie. L'hypertonie, c'est contraire à l'hypertonie, c'est contraire à la vie. C'est comme on dit, l'eau, c'est la vie. L'eau, sans eau, il ne peut pas y avoir la vie. C'est comme ça que quand les astronautes cherchent s'il y a de la vie à l'extérieur de la Terre, pour savoir s'il y a des planètes qui possèdent la vie, ils commencent par chercher d'abord l'eau. Parce que l'eau, c'est le milieu vital par excellence. Quand il y a de l'eau, on sait que peut-être qu'il y a la vie. C'est la même chose dans le corps. Quand il n'y a pas assez d'eau, la vie n'est pas assurée. Donc, la vie devient toxique. La vie elle-même devient toxique. Et c'est à cause de la vie que les métabolites, les toxines sont produites. Tant que ces métabolites sont produits, il faut l'eau pour les envoyer dans les zones, les lieux d'excrétion. Quand il n'y a pas suffisamment d'eau pour les amener dans les lieux d'excrétion, alors ça s'accumule dans le sang. Et de l'autre côté, quand il n'y a pas assez d'eau, pour faciliter, pour assurer les réactions chimiques, souvent ça se passe dans l'eau. Si vous prenez, je sais pas, le sel, prenez seulement le sel comme ça, vous le mettez
le laisser à table. Ou bien, prenons un exemple plus concret. Quand vous avez un fruit, si vous le séchez, il ne pourrit pas. Il reste comme il est. Parce que les cellules, les microbes, qui sont des cellules, ne peuvent plus se développer pour transformer les substances utiles qui sont dans le fruit en putréfaction. Maintenant, quand il n'y a pas assez d'eau, donc ce phénomène de la vie là des microbes ne peut pas se faire. Mais quand vous hydratez ça, la vie revient et les transformations s'opèrent. Or, dans le corps, la vie c'est les transformations. La vie c'est essentiellement les transformations qui se perdent dans le corps. Donc, il faut apporter nécessairement l'eau. Mais comme on avait dit, il faut éviter l'hyperhydratation. L'hyperhydratation a deux significations. Trop de quantité absolue, c'est-à-dire en litres. Vous prenez trop d'eau, c'est pas bon. Et puis, comme j'avais dit là aux États-Unis, ils prennent souvent de l'eau distillée, ce qui n'est pas bon parce que ça provoque hypotonie dans les vaisseaux, et puis l'hypotonie fait gonfler les quoi là, et ça fait éclater les cellules. Merci beaucoup. Voici la question suivante. Quels sont les risques pour la santé si je ne bois pas assez d'eau au quotidien? Si vous ne buvez pas assez d'eau au quotidien, vous aurez l'hyperthermie, parce que l'eau, c'est un facteur de réduction de chaleur. Et puis, ce que j'ai dit là, vos métabolismes ne seront pas assurés et ce n'est pas bon pour les reins. Et puis, le cœur aussi va faire, la tension risque de baisser aussi, et le cœur va pomper plus, la tension est basse, plus le cœur n'a pas assez de volume à pomper, plus il commence à travailler trop vite. En travaillant trop vite, il se fatigue. C'est comme quelqu'un qui court et quelqu'un qui marche. En travaillant trop vite, il risque de s'affaisser, de se décompenser. Si on peut parler de ça. Docteur, vous venez de donner un exemple de la personne qui court. Et si, par exemple, quelqu'un faisait du sport et qu'il ne buvait pas de l'eau après, qu'est-ce qui peut lui arriver? Bon, ce que l'on conseille d'abord, c'est ne pas boire trop d'eau juste après le sport. Parce que en ce moment-là, on aura le phénomène qu'on avait dit là de l'hyperhydratation. Parce que quand quelqu'un fait du sport intensif, il perd le sel. Or, c'est le sel, le NaCl. Parce qu'il y a d'autres sels aussi, les K-sel, les sel, tout ça. Le sel principal dans le corps, c'est le NaCl. Donc, le sel de cuisine. D'après moi, il entre dans le corps. Alors, la question c'était encore... il faut boire de l'eau après le sport. Il ne faut pas boire de l'eau. Oui, bon, c'était pour les sportifs. Bon, et donc, ils perdent le sel. Donc, mais après dans le sel, ils perdent le sel avec l'eau. Donc, la concentration de sel dans le sang reste normale. Ils gardent comment dire, l'homotonie. C'est-à-dire que la quantité de sel, la pression osmotique dans le sang est normale. Mais quand maintenant il a couru, il a fait ceci, il a fait cela, il a couru, il a marché, il a fait des sons à longueur, de tout ça qu'il faut beaucoup transpirer, le sel est parti avec l'eau. Mais quand vous apportez l'eau, surtout l'eau distillée, vous n'apportez pas le sel. Vous n'apportez pas le sel et vous avez inondé le corps avec de l'eau pure pratiquement. Vous allez inonder le corps avec de l'eau pure qui fera que vous allez tomber dans une hypotonie qui va provoquer, comme on avait dit, l'œdème cérébral qui est trop dangereux parce que la vie, il y a deux sortes de vie pour nous, les organismes pluricellulaires et les autres animaux, même les plantes. Il y a l'équilibre entre le sel et l'eau. Quand vous avez perdu beaucoup d'eau, il est hypotonique. Alors maintenant là, vous entrez dans l'éclatement des cellules. Alors, si vous prenez l'eau pure surtout, après le sport, vous avez évacué le sel, vous n'avez presque plus de sel. Il faut prendre l'eau avec un peu de sel. Ce qu'on conseille souvent, c'est de rester un peu pendant un temps, et puis prendre l'eau calmement après, mais pas de l'eau pure. De l'eau avec l'eau naturelle là, ça contient beaucoup de sel parce que ça vient de la terre. La terre contient du sodium, du chlorure et beaucoup d'autres minéraux. C'est comme ça qu'on parle d'eau minérale, parce que ça vient de la terre.
ça apporte des minéraux. Et avec ces minéraux-là, ça normalise, hein, plus ou moins. Le taux osmotique de l'eau là, hein, c'est un peu plus proche de la composition de l'eau dans le corps que l'eau pure. Hein. Alors si vous prenez l'eau pure, vous hyperhydratez l'eau. Beaucoup plus que quand vous prenez beaucoup d'eau normale. Quand vous prenez l'eau pure, l'effet est beaucoup plus multiplié. Donc, quand on fait le sport, il faut... Bon, là, c'est difficile à dire parce qu'on voit des sportifs, pendant les courses cyclistes par exemple, on leur donne de l'eau, ils boivent. Et on le voit. Donc, c'est un peu... Bon, il faut faire quand même beaucoup de recherches là-bas pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Mais ce qui est conseillé de ne pas prendre de l'eau pendant un sport intensif. Parce qu'on a perdu beaucoup de sel. Il faut attendre pendant combien de minutes? Jusqu'à ce qu'on soit plus essoufflé. Jusqu'à ce que le souffle revienne au normal. Mais il ne faut pas prendre trop en une fois. Il faut prendre régulièrement. Ou bien alors, pendant le poids, il faut prendre de temps à autre une petite quantité d'eau, mais que ce ne soit pas de préférence de l'eau pure. Merci beaucoup. On continue toujours avec une question. Est-ce que l'eau aide vraiment à améliorer la concentration et la mémoire? Si l'eau peut améliorer la mémoire, bon, nécessairement l'eau intervient dans tous les aspects de la vie, y compris la mémoire. Parce que c'est lui qui véhicule les substances qui favorisent la mémoire, comme le phosphore, les manganèses, le magnésium, tout ça. Vous les avalez à partir de l'eau. Le corps humain ne fabrique pas ces histoires-là. Il ne fabrique pas des éléments. Il peut convertir par exemple une protéine en une autre. Il peut convertir un sucre en une autre substance, soit des sucres plurimoléculaires, soit par exemple les glycolipides, c'est-à-dire mélanger les lipides et les sucres, tout ça. Mais il ne peut pas fabriquer l'eau. Donc il faut la question. Oui. Est-ce que l'eau aide vraiment à améliorer la concentration et la mémoire? Non, justement c'est ce que je disais là, parce que l'eau, il peut dissoudre les éléments. Quand vous mangez, l'eau peut prendre le magnésium, le phosphore, les protéines qui sont nécessaires pour la mémoire, les prendre par exemple de l'estomac, après avoir traversé le tube digestif, ça entre dans le sang, l'eau les ramène au niveau du cerveau. Mais en elle-même, elle ne peut pas améliorer la mémoire. Sauf que s'il y en a trop peu ou bien trop en quantité, là, ça modifie le métabolisme et ça perturbe le métabolisme. Et ces substances-là qui agissent au niveau de la mémoire ne peuvent plus agir. Mais en elle-même, l'eau ne peut pas améliorer la mémoire. Mais elle est utile pour tous les aspects de la vie. Que ce soit la mémoire, que ce soit la santé, que ce soit la force, que ce soit la beauté même. Parce que quand vous êtes déshydraté, vous devenez comme vieux. Il y a des rides qui se forment. Il est nécessaire de bouillir de l'eau avant de les consommer. Avant de les consommer. Il est nécessaire de bouillir de l'eau? Bon, ça c'est une question qui est un peu débattue là. Il y en a qui préfèrent l'eau en bouteille. Quand vous prenez de l'eau avant, fraîchement. pour les gens, on conseille ça surtout pour les gens qui sont obèses, qui ont un excédent de poids. Parce que quand vous prenez l'eau, ça dilue les enzymes de digestion et on mange moins. Et puis l'eau occupe déjà une quantité de volume dans l'estomac. Donc ça vous empêche de manger beaucoup. Ça vous permet de restreindre la quantité de nourriture que vous avalez. Et puis, si vous prenez, de préférence, on conseille de prendre l'eau après la digestion. Même après la digestion, on conseille de rester d'abord un temps, laisser les enzymes. Pendant combien de temps? Au moins 1 heure? Pas 1 heure, même 10 minutes. Et les enzymes aient le temps de s'imprégner bien dans ce que vous avez mangé, dans les aliments. Parce que ce sont les enzymes qui font que les molécules qui étaient de grosses particules, disons, qui étaient dures, ça doit être découpé pour que ça devienne des petites particules faciles à digérer, faciles à absorber, qui sont plus pâteuses, quoi. Alors, quand vous prenez l'eau juste après les repas, c'est comme quelqu'un qui prend un simple. Avant les repas, ça diminue la quantité de repas que vous avez. Mais après le repas, ça dilue les enzymes digestifs. On peut prendre de l'eau pendant les repas. Est-ce que c'est possible? Bon, c'est comme quelqu'un qui a pris l'eau avant les repas.
ça occupe un volume dans l'estomac et ça vous empêche de manger beaucoup. Ça diminue la quantité que vous pouvez absorber. Donc c'est bon pour les gens, ce principe-là, c'est bon pour les gens qui sont en cure d'amaigrissement, qui font des régimes pour les amaigrissements. Mais un homme normal doit prendre l'eau après, et après il faut le laisser un peu 5 à 10 minutes pour que les enzymes aient le temps d'agir. Et puis après là... Et il revient encore avec une question. Qu'attendez-vous par l'eau, c'est la vie? C'est comme on avait dit là. Ouais. C'est l'eau. On dit que l'eau est sortie de la vie. Et comment dire, la vie est sortie de l'eau. D'ailleurs, l'exemple le plus simple, c'est l'enfant dans le ventre de sa mère. Il est entièrement plongé dans l'eau. C'est un être aquatique. Donc sans cette eau-là, l'enfant ne peut pas se développer. On ne peut pas imaginer que, par exemple, maintenant on fait des, comment on appelle ça, les inséminations artificielles et tout ça. On prend l'enfant dans le ventre de la mère qui est décédé, on met dans le ventre du mère, de notre mère, l'enfant se développe là. Mais on ne peut pas faire ça en dehors de l'eau. Et puis la vie elle-même a immergé de l'eau. C'est-à-dire les premières cellules vivantes sont sorties de l'eau. L'eau est nécessaire pour la vie. Comme j'ai dit aussi, les astronautes, quand ils cherchent s'il y a présence de vie dans les autres planètes, ils cherchent l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, ils n'ont pas d'assurance qu'il y a la vie là-bas. Mais quand il y a l'eau, on peut supposer qu'il peut y avoir la vie. La présence de l'eau ne signifie pas qu'il y a nécessairement la vie. Mais il y a un espoir qu'on peut trouver la vie là-bas. L'eau est sortie de la vie et est nécessaire pour le maintien de la vie. Donc c'est comme ça qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Quand ça sèche, c'est comme ça. Quand même, quand quelqu'un meurt, on la sèche avec des formol et tout ça, pour qu'il ne pourrisse pas, parce que les microbes ne peuvent plus se développer là-dedans. Les microbes perdent leur vie aussi et ne peuvent plus faire pourrir le cadavre. Parce que la pourriture, c'est quoi? La pourriture, ce sont les microbes qui digèrent le corps, les cellules du corps, et les transforment en substances nauséabondes et tout ça. Donc sans les microbes, on ne peut pas avoir une pourriture. Et pour que les microbes agissent, comme pour que l'homme vive, il faut l'eau, parce que c'est l'eau qui assure la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. La vie est impossible. Merci beaucoup. On continue avec les questions. L'eau a-t-elle un effet direct sur la qualité de la peau et l'éclat du teint? Oui, parce que sur la peau, il y a ce qu'on appelle des tissus morts. On appelle tissus kératiniques. Ces tissus-là, quand ça reste trop longtemps sec, ça commence à se détacher, à faire des écailles et tout ça, et puis ça commence à se plisser. On prend l'air vieux. Alors, quand vous lavez, quand vous mettez de l'eau sur la peau, pendant le bain par exemple, cette eau est absorbée et puis ça ramollit un peu, ça rajeunit la peau. C'est comme ça qu'il y a des produits cosmétiques qui hydratent la peau. On dit que ce sont des produits hydratants. C'est parce que ça apporte l'eau dans le corps et cette eau-là, ça embellit quand même la peau. C'est comme si vous voyez par exemple moi j'ai 72 ans, si ces jours-là je prends pas assez d'eau, je vois des plis sur ma peau. Ma peau attrape ça tape les propriétés que ça doit attraper, c'est-à-dire les propriétés qui reflètent l'âge. Mais quand je prends beaucoup d'eau, la peau se rajeunit et ça devient comme quand j'étais plus jeune. Donc l'eau améliore quand même la qualité de la peau. Mais il y a des substances qui sont liquides aussi, comme l'alcool et tout ça, les savons, les produits, les substances de nettoyage de mains à base d'alcool et de cola. Quand vous utilisez ça, souvent ça sèche la peau et la peau attrape une apparence vieille très rapidement. Et sur les teints? Le teint? Les teints. Le teint? Ah bon, l'eau en elle-même, ça ne modifie pas les teints. Sauf que si la peau est humide, si la peau est humidifiée, le reflet que ça va faire de la lumière, ça va refléter plus de lumière et ça va donner l'impression d'un teint clair. Or, si la peau est sèche, ça va absorber le cola et apparaître beaucoup plus foncé, beaucoup plus crispé. Merci beaucoup. Docteur, avez-vous un dernier conseil pour nos téléspectateurs, bien avant la fin de cette émission? Oui, en matière d'eau, ce que je peux donner, c'est qu'il faut respecter les apports et puis
les apports. Il ne faut pas prendre trop peu d'eau, il faut respecter la quantité. Il ne faut pas prendre trop d'eau, surtout de l'eau distillée. Et il faut voir, surtout quand les malades hospitalisés, là, la quantité qu'ils ont évacuée dans les urines, dans les selles, tout ça, ça doit être restitué. Quand on fait par exemple des perfusions, on tient compte des quantités évacuées dans les urines, dans les selles, dans les transpirations, tout ça. Au minimum, il faut restituer ces quantités-là. Merci beaucoup. En passant, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand frère qui est Laurent Ochumbe. Je tiens aussi à souhaiter un joyeux anniversaire à Daniela Maïndo. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusque-là. Je crois que c'est la fin de notre émission, Le bienfait de l'eau dans le corps humain. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à ceux qui ont l'anniversaire aujourd'hui. TVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.